Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Excusez-nous pour ce problème technique qui a dû interrompre notre journal. Bienvenue dans le journal de l'Afrique. Et à la une aujourd'hui, la fin du suspense en République démocratique du Congo. L'élection présidentielle pour désigner le successeur de Joseph Kabila a été fixée à décembre 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir l'accuse d'irresponsabilité. Reportage à Kinshasa dans un instant. Nous ferons également le point avec notre invité Martin Fayulu, président de l'Engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Il est avec nous sur ce plateau. Nous irons également au Libéria où la Cour suprême a ordonné la suspension du second tour de la présidentielle. Elle devait se tenir demain mardi, une suspension le temps d'examiner un recours, celui du troisième homme du scrutin, Charles Bremskin. Et puis le Togo qui renoue avec la contestation. Dès demain, l'opposition et la société civile lancent le nouveau cycle de manifestations pour demander le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis plus de 12 ans. Il n'y aura donc pas d'élection présidentielle en République démocratique du Congo cette année. La date du scrutin a été fixée au 23 décembre 2018, annonce faite hier par la commission électorale. Pour rappel, le mandat de Joseph Kabila devait s'achever le 19 décembre 2016. Son refus de quitter le pouvoir a provoqué de nombreuses violences dans le pays. En vertu d'un accord conclu avec l'opposition, le scrutin devait se tenir finalement avant la fin de cette année 2017. L'échéance a finalement été repoussée à fin 2018. L'opposition s'indigne et le pouvoir en place juge ses membres irresponsables. On va d'abord partir sur place voir les réactions avec notre correspondant Thomas Nicolan. On verra ensuite la réaction de l'opposition avec notre invité Martin Fayulu. Les Congolais sont habitués au report. La présidentielle devait d'abord se tenir en 2016, puis fin 2017 et maintenant décembre 2018. La décision de la commission électorale fait réagir. En tant que Congolais, je suis navré de cette situation car la population souffre. Nous voudrions des élections le plus tôt possible, avant la date qu'ils nous ont fixée. Au moins, ils ont fixé la date et l'année. Mais normalement, ça devait se dérouler cette année. Bon, on leur laisse la chance d'y aller et puis nous allons voir en 2018 si réellement il y aura des élections ou pas. Le gouvernement estime que la ligne de conduite de l'opposition est irresponsable. Un président de la République en exercice en RDC ne quitte le pouvoir qu'à l'installation du nouveau président élu. Ils le savent. Et donc cette agitation n'a pour but que de créer le chaos qui semble être devenu plus ou moins leur seule branche pour exister dans l'opinion publique. Fin du suspense donc en RDC, mais la crise politique reste profonde. Reste à savoir si le géant d'Afrique centrale évitera l'implosion avant le scrutin présidentiel. Martin Fayulu, le président de l'Engagement pour la citoyenneté et la démocratie, est avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, votre réaction à ce nouveau calendrier électoral. Écoutez, les calendriers, pour nous, c'était un non-événement parce que la CENI s'est totalement discréditée. On parlait de 504 jours. Comment ramener les 504 jours à ce que nous venons de vivre? Monsieur Nanga, président de la CENI, nous raconte des salades, passez-moi les termes. Pourquoi? Parce que simplement, monsieur Nanga et la CENI se sont mis au service de monsieur Kabila pour trouver des stratagèmes afin que monsieur Kabila demeure au pouvoir. Pour nous, c'est un non-événement. Nous ne considérons pas ces calendriers. Nous ne considérons pas aujourd'hui que la CENI est fiable. La CENI n'est pas fiable. La CENI est là pour servir M. Kabila. Et donc, nous disons que la CENI et Kabila doivent partir pour nous. Et comment Pardon ? Comment comptez-vous vous organiser? Mais d'abord, on compte sur la Constitution. La Constitution nous donne un devoir dans son article 64, que tout Congolais a le devoir de faire échec à toute personne ou tout individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Donc nous disons, pour nous, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est qu'au plus tard, le 31 décembre de cette année, M. Kabila doit partir.
Alors, pourquoi ne pas accepter cette échéance électorale finalement? Craignez-vous qu'elle ne soit pas respectée, cette nouvelle échéance? Et ne reconnaissez-vous pas les difficultés, l'argument d'ailleurs du pouvoir, les difficultés de l'organisation de ces élections, à savoir des difficultés logistiques dans ce grand pays, l'un des plus grands d'Afrique subsaharienne, et puis également l'enregistrement de l'électorat, des électeurs? Nous avons enregistré les électeurs en 2005-2006. En combien de temps? Nous avons été aux élections en 2011. On a fait l'enrôlement en combien de temps? Et aujourd'hui, l'enrôlement, c'est depuis combien de temps qu'on est en train de faire l'enrôlement? Et quel enrôlement? La CENI nous présente un fichier aujourd'hui falsifié de plus de 42 millions d'électeurs. Vous avez dans certaines provinces 93% de la population enrôlée. Donc déjà, les fichiers électoraux en construction n'est pas fiable. Les fichiers électoraux confectionné par M. Nanga, donc avec sa CENI, c'est pour aider M. Kabila à demeurer au pouvoir. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas, parce que c'est qu'il faut savoir. M. Kabila ne veut pas des élections. M. Kabila veut demeurer au pouvoir. Les contraintes, pourquoi les contraintes? M. Kabila n'a-t-il pas dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide extérieure, de financement extérieur? Il avait demandé à l'extérieur, aux étrangers, de s'abstenir de s'immiscer financièrement, matériellement, techniquement aux élections du Congo. Mais pardonnez-moi, mais ne craignez-vous pas que votre stratégie, celle de l'opposition, ce bras de fer qui se poursuit donc entre l'opposition et le pouvoir, ne renforce finalement l'argument du pouvoir, puisque ce bras de fer va peut-être renforcer l'instabilité et va permettre au pouvoir en place de justifier ce report de cette élection et peut-être même le reporter encore? Mais non, mais le reporter, pourquoi? On n'a pas besoin. Donc c'est le peuple maintenant qui doit entrer en jeu, c'est le peuple qui est le souverain, qui doit se décider, parce que nous disons que M. Kabila, on lui a donné un sursis d'1 an. Et ces sursis, il n'a pas utilisé ces sursis pour organiser les élections crédibles, donc il doit partir. Et comme vous avez annoncé dans les titres au Togo, les amis vont reprendre les actions. Nous allons aller dans les rues du Congo pour bouter M. Kabila dehors. Comme les Burkinabés avaient fait pour Blaise Compaoré, les Burkinabés n'avaient pas cette disposition constitutionnelle que nous avons de l'article 64. Constitutionnellement, on nous donne le droit, le pouvoir de chasser M. Kabila et nous le ferons. Donc maintenant, c'est au peuple congolais de prendre ses responsabilités pour chasser quelqu'un qui ne veut pas d'alternance démocratique dans notre pays. Il ne peut pas demeurer éternellement. J'ai suivi M. Mende qui dit que M. Kabila doit rester au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais c'est le nouveau président élu. Il faut qu'il lise bien la Constitution. Parce que dans l'article 73 de cette Constitution, il est dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat. Merci beaucoup Martin Fayulu, président de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie. Et le développement. Et le développement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On part à présent au Libéria, où sans surprise, la Cour suprême a suspendu la tenue du second tour de l'élection présidentielle qui oppose l'ex-star du football, Georges Weah, au vice-président sortant, Joseph Boakai. Il devait se tenir ce mardi 7 novembre, mais la plus haute juridiction du pays a ordonné à la commission électorale d'examiner le recours du troisième homme du scrutin, Charles Brumskin. Les précisions de Clément Bonero. Le Libéria en pleine incertitude. La Cour suprême est claire. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu une fois seulement que les accusations de fraude auront été examinées. Des accusations portées par le candidat Charles Brumskin, arrivé 3e lors du premier tour le 10 octobre. La commission électorale n'aura pas le droit d'organiser l'élection du second tour tant que la plainte déposée par les parties concernées n'aura pas été étudiée et, le cas échéant, tant que le processus d'appel auprès de la Cour suprême sera en suspens. Dans ce cas, la décision finale sera prise par la Cour suprême. Le second tour de l'élection présidentielle, prévu le 7 novembre, aurait dû voir s'affronter l'ancien footballeur Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai, tous deux arrivés en tête du premier tour, avec respectivement 38 et 29% des voix. Charles Brumskin, le candidat du parti La Liberté, arrivé 3e, conteste pourtant ces résultats.
Il accuse la présidente Ellen Johnson Sirleaf d'avoir tenté d'influencer le vote en rencontrant des membres de la commission avant le premier tour. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de notre pays et du peuple libérien de suspendre le processus électoral et d'appeler à de nouvelles élections. Le candidat du Parti de l'Unité, Joseph Boakai, affirme lui aussi que les élections ont été truquées. Il soupçonne la présidente Ellen Johnson Sirleaf de soutenir secrètement George Weah, une accusation que le parti de l'ancien footballeur rejette. Nous ne pensons pas que cette élection a été parfaite, mais nous pensons qu'elle a servi au moins à exprimer la volonté du peuple libérien. Et cette volonté est très claire. Les électeurs ont soutenu massivement George Weah. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour examiner le dossier. Aucune date n'a été décidée pour la tenue d'un nouveau scrutin. Et puis la Cour suprême kenyane qui va devoir aussi statuer sur l'élection du 26 octobre dernier, une élection boycottée par le leader de l'opposition Raila Odinga et remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta. Sa réélection a été contestée ce lundi par un ancien parlementaire devant la Cour suprême et par 2 responsables d'ONG. Les recours ont été déposés quelques heures avant la limite fixée par la Constitution. La Cour suprême a jusqu'au 14 novembre pour se prononcer. Si elle rejette les recours, l'investiture du chef de l'État aura lieu le 28 novembre prochain. Et c'est reparti au Togo. L'opposition et la société civile reprennent le chemin de la rue demain mardi. Depuis 2 mois et demi, un mouvement de contestation populaire demande le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis plus de 12 ans. Les violences ont déjà fait une vingtaine de morts et plusieurs centaines de déplacés. Au Ghana voisin, de nombreux Togolais fuient la répression. Reportage signé Emmanuel Sodji. Ils ont marché près de 9 heures pour atteindre Chiriponi, le plus proche village du Ghana. Une zone pauvre, enclavée, où les conditions d'accueil sont difficiles pour plus de 600 réfugiés. Ici, il n'y a pas de camp proprement dit. Ces Togolais ont fui leur maison de Mango et de Bafilo le 21 septembre dernier, au plus fort de la répression militaire contre les populations. Le dortoir est insuffisant pour que tout le monde y réside à l'intérieur. Ici, on peut faire une centaine, on est entassés. D'autres sont obligés de dormir en ville. Pour leur sécurité, ce n'est pas garanti. Les réfugiés craignent en effet que des militaires togolais viennent en civil côté Ghana, la frontière restant poreuse, même si elle est désormais fermée. Nous sommes issus de la même ethnie, il n'y a qu'une rivière qui nous sépare. Donc ils resteront ici jusqu'à ce que la situation là-bas soit résolue. Ils sont entre de bonnes mains. Par manque d'espace pour les familles, les femmes ont été séparées des hommes. Et nous n'avons pas été autorisés à les filmer pour des raisons de sécurité. Certaines sont des femmes de militants de l'opposition, d'autres des jeunes encore terrorisés. Ce commerçant s'est blessé en voulant échapper aux militaires à Mango, au Togo. Il est accusé par les autorités d'avoir tiré sur un enfant. Ils me poursuivaient pour me tuer. J'ai fui, c'est parce que c'est devant moi que les militaires ont tiré sur le petit. Et la nuit maintenant, comme ils savent que ça va sortir sur les médias, maintenant ils nous ont dit que de nous arrêter. Et ils ont menti encore dans notre compte que c'est nous qui avons tiré sur le petit là. Lui aussi craint pour sa vie. Il transmettait aux médias des images de violence des forces armées. Hors de question pour lui de rentrer à Mango. Il y a le calme, mais cela ne signifie pas qu'il y a la sécurité. Parce qu'à chaque jour, il y a aussi les intimidations. Les réfugiés ne reçoivent aucune aide, en dehors de celle des villageois, déjà très pauvres. Mais ce jour-là, une Togolaise, en exil depuis 23 ans au Ghana, et militante pour le changement politique au Togo, apporte plus de 2 tonnes de vivres. Pour le moment, il n'y a pas une organisation humanitaire sur place. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ici, le nombre des réfugiés pourrait encore augmenter si les forces de sécurité togolaises exercent à nouveau des représailles contre une population plus contestataire au nord du Togo. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct.